sur la loi de finances, qui a été le gros sujet de discussion, et notamment sur la présentation qu'on a été faite par les ministres. C'est-à-dire que aujourd'hui, la présentation qu'ils en font donne le sentiment qu'on est sur une augmentation de pouvoir d'achat, puisque si on supprime 6 milliards, c'est de l'augmentation de pouvoir d'achat. Or, la réalité est tout autre, parce que dans ce calcul-là, ce qui est oublié, c'est le gel des pensions et des allocations. C'est quand même un peu plus de 3 milliards d'euros. C'est les effets négatifs de l'impôt à la source, puisque le changement de base fait qu'en réalité, on va avoir 2 milliards 200 millions d'euros en plus, puisqu'on est sur la base nouvelle, la base 19. L'augmentation des cotisations Agirc-Arco, c'est là aussi 1,8 milliard, et les APL, 1,2 milliard. Donc on voit bien que ça se traduit en fait en pouvoir d'achat par une baisse supplémentaire du pouvoir d'achat. Et globalement, on voit bien qu'on a la dette qui continue d'augmenter, au même rythme qu'elle augmentait sous Hollande à peu près, les dépenses publiques qui continuent à augmenter, et le déficit public où on est encore largement au-dessus de tous nos partenaires, même si on le prend, comme les ministres veulent bien le présenter, mais qui est faux, c'est hors CICE, sauf que la réalité du déficit, c'est qu'il est, on est à 2,7, et même si on y retirait 0,7, on serait encore un point au-dessus de la moyenne de la zone euro. Donc on est aujourd'hui le plus mauvais élève de la classe. C'est la démonstration de l'échec de la politique économique qui est conduite depuis 1 an. Pas de réforme, la réalité c'est ça, c'est beaucoup de mouches, beaucoup de communication, beaucoup de déclarations dans tous les sens, mais structurellement il n'y a pas de réforme, et donc quand il n'y a pas de réforme, eh bien les déficits continuent à augmenter, la dette continue à augmenter, les dépenses publiques également. Et avec un pouvoir d'achat et des attaques très ciblées contre 3 catégories qui encaissent le coup, c'est bien entendu les retraités, mais aussi les familles, on le voit sur la désindexation des allocations familiales, sur les critères qui sont mis pour les APL, et puis globalement les classes moyennes qui paient à chaque fois la note. C'était ça l'essentiel du débat. Sinon, on a une discussion sur la loi Pacte. On arrêtera notre position de vote la semaine prochaine, parce que c'est pour ça qu'on avait choisi de s'abstenir en commission et de voir comment nos amendements seront acceptés, acceptés ou refusés, avec quelques points sensibles. Je pense à la suppression des stages d'installation. Je pense que c'est vraiment une erreur. J'ai souvenir lorsque j'étais ministre des PME, où le premier critère de faillite dans les entreprises, c'était le non-accompagnement. Ensuite, le deuxième critère, c'était l'incapacité à générer un fonds de roulement. Mais le fait de ne pas avoir d'accompagnement, que ce soit sur le plan de conseil de gestion juridique ou autre, c'est un élément déterminant pour la chute d'une entreprise. Et donc supprimer ce stage, on ne s'improvise pas entrepreneur, chef d'entreprise par un claquement de doigts du jour au lendemain. Pouvoir faire un stage qui est relativement court, je pense, pour avoir participé à beaucoup de ces stages, on voit bien que ça ouvre beaucoup de champs aux chefs d'entreprise et ça leur permet de se poser les bonnes questions et surtout de connaître les services qui sont à leur disposition. Donc ça, c'est vraiment c'est de la simplification au rabais et c'est une vraie erreur stratégique de faire ça. Il y a aussi d'autres sujets qu'on a évoqués sur la fin des tarifs réglementés du gaz pour les entreprises électro-intensives, qui était un point important aussi. Suppression des recours aux commissaires aux comptes, un certain nombre de sujets. Sur les privatisations, c'est pareil, notamment sur ADP, la question des actifs. Qui a été posée, c'est-à-dire la propriété des hectares, donc qui vont générer de fait des plus-values énormes. Donc il faut quand même regarder ce sujet de près. Donc c'est la raison pour laquelle voilà,
on attend la semaine et on verra la semaine prochaine à quelle position on prend sur ce texte. Voilà, sur le texte fraude. Sur le texte fraude, bon, on va, je pense, majoritairement le voter. On est entre abstention et vote, mais majoritairement, ce sera voté avec un sujet sur le système de dénonciation, de délation. Le name and shame, qui choque beaucoup parce que, je veux dire, ce fait de mettre en pâture systématiquement les gens, à partir d'1 euro d'ailleurs, à partir d'1 euro de fraude, jeter en pâture, je ne suis pas sûr que ça apporte beaucoup, mais globalement, la position du groupe, enfin, très majoritairement, sera de le voter. Il y aura peut-être quelques abstentions. Justement, on va peut-être perdre un député ce soir, Manuel Valls, un mot pour lui. Écoutez, moi, ce que je peux, j'ai eu l'occasion de le dire, il fait un pari qui est osé, qui est risqué. En même temps, c'est le constat d'avoir été quand même très, très maltraité par En Marche. Bon, je pense que voilà, il en tire les enseignements et bon, je pense qu'à partir de là, ce sera très compliqué, surtout pour lui qui avait poussé à l'interdiction du cumul des mandats, de pouvoir rester parlementaire, ce serait un con, mais bon, je lui fais plutôt confiance pour prendre la bonne décision. Mais bon, un pari qui est le sien. Et puis, c'est la démonstration qu'il n'avait pas de place en marche. Tout a été fait pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas de place. Et donc, ça va ouvrir une nouvelle partielle. Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il y a le front des élus locaux, d'après vous, elle porte sur quoi? Oui, il y a une. C'est pas une. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler une fronde, mais c'est vraiment une mobilisation très forte des élus locaux sur ce que l'on avait souligné, nous, depuis 1 an. Vous vous souvenez que nos journées parlementaires de l'année dernière, c'était sur les territoires. J'avais fait intervenir aux journées parlementaires le président des maires de France, le président des départements, le président des régions. On les a fait venir parce qu'on sentait cette fracture territoriale, le mépris, ce côté condescendant qu'a en permanence à la fois le président de la République et le gouvernement. Au-delà d'une attitude, ça se traduit dans les actes, avec la baisse des dotations, avec les transferts de compétences. Et aujourd'hui, il y a une vraie difficulté sur les territoires et une volonté de recentraliser. Et on le voit à tous les niveaux, ce qui est les objectifs de feu la réforme constitutionnelle, parce qu'elle viendra, mais qui était là aussi d'affaiblir l'ancrage territorial du Parlement. Tout est fait pour hyper centraliser et gérer la République avec un environnement de techno, c'est-à-dire une petite caste au mépris des territoires et des élus locaux et de ceux qui les font vivre. Il y avait un sondage qui était intéressant là, il y a quelques jours, qui avait été fait par je ne sais plus quel était l'organisme, mais qui était repris par le Figaro en tout cas, sur les différents items. Et ce qui était assez marquant, c'est que pour la première fois, on avait l'opinion publique qui considérait que l'opposition, mais aussi les syndicats, les élus territoriaux n'étaient pas suffisamment considérés. En règle générale, on voit rarement ce genre de choses. Et ce qui veut bien dire qu'il y a une prise de conscience de ce mépris profond pour à la fois les territoires et les élus qui les représentent. Et bien aujourd'hui, l'opinion le mesure pleinement. Et c'est quand même assez rare que des associations comme l'AMF ou même l'ADF, qui sont, disons-le, toujours assez mesurés dans leur réaction, là sont très durs parce que ça monte du terrain. Et aujourd'hui, la mobilisation et la réaction, on la sent vraiment chez les maires et les présidents de département. Quelle est la position du groupe sur la PMA suite à l'avis du comité d'éthique? Est-ce que vous en avez parlé ce matin? Je vais évoquer moi, rapidement, en sachant qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. La position de fond, elle est connue. Hein.
Bon, d'abord, on veut se féliciter des positions du comité d'éthique, à la fois sur l'euthanasie et sur la GPA. Ensuite, sur la PMA, on a toujours été opposé à l'élargissement, c'est-à-dire on a toujours considéré que ça devait être une réponse à des situations d'infertilité. Et donc on reste sur cette ligne-là. Ceci étant, on va attendre le texte. Hein. On doit rencontrer Mme Buzyn, la ministre de la Santé, qui doit présenter son projet. Et puis ensuite, le texte, je crois, est prévu pour le début de l'année. Donc on verra à ce moment-là quand on aura un texte. Donc je ne veux pas m'aventurer à prendre des positions sur un texte que je ne connais pas. Mais la ligne qui a toujours été la nôtre et qui demeure la nôtre, c'est le fait que ça doit être une réponse à des cas d'infertilité. Bon, après, attendons le texte. On verra à ce moment-là. Mais parce que par exemple, tout à l'heure, Jean-Christophe Lagarde mettait en garde le gouvernement contre le fait de légiférer sur ce sujet, que ça ranimerait des tensions dans la société très importantes. Est-ce que vous pensez la même chose? Moi, je pense qu'il faut travailler sur ces textes de bioéthique toujours avec la plus grande prudence, ne pas se précipiter, prendre le temps d'écouter tout le monde. D'ailleurs, il y a un travail qui est fait en ce moment par Xavier Breton, il y a une mission de suivi. Donc, ce sont des sujets qui sont sensibles, qui sont bien souvent assez transcourants. Voilà. À ce stade, je pense qu'il y a, d'une part, il n'y a rien qui justifie de se précipiter, et d'autre part, rien aujourd'hui ne remet en cause la ligne qui a toujours été la nôtre. Mais s'il y a un texte qui sort, bon, c'est compliqué de se prononcer aujourd'hui sur un texte qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas quel est l'état d'esprit de la ministre, c'est ce qu'elle veut faire. Donc, on me semble très prudent sur le sujet, plus que parfois certains de vos collègues du groupe. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de ligne pour l'instant? Non, tant qu'on prend une position quand on a un texte. Non, mais c'est une règle. Je vous l'ai dit sur la position. Non, mais sur la position, elle reste. Sur ce que je vous ai dit, on a toujours été opposés, on reste sur cette ligne-là, qui est celle que la PMA est une réponse à des situations d'infertilité. Donc, ce qui a toujours été le cas, et c'est la ligne sur laquelle on est. Maintenant, moi, sur la bioéthique, je pense que par nature, ce sont des sujets sur lesquels il faut être attentif, et donc prendre une position tranchée sur un texte qu'on n'a pas vu, qui n'existe pas à ma connaissance aujourd'hui, c'est toujours très compliqué, quoi. Donc, ne me demandez pas ça. Je vous dis la ligne sur laquelle nous avons toujours été, sur laquelle nous restons, mais s'il y a un texte, ben, on regardera le texte. C'est bon ?